J'ai rencontré récemment quelqu'un à Dakar qui m'expliquait qu'il a mis presque 4 ans et demi pour récupérer un acte de divorce. Est-ce acceptable? Pour moi, non. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scan, le podcast d'actu de Tel Quel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Edaraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections législatives des Français de l'étranger. On vous dit proche du couple d'Emmanuel Macron. Première question, avant de savoir pourquoi vous êtes candidat, parce que je sais que c'est un projet qui mûrit dans votre tête depuis plus de 5 ans. Vous êtes proche du couple d'Emmanuel Macron depuis assez longtemps, depuis la campagne présidentielle de 2017. À quel point ? Écoutez, effectivement, j'ai un lien privilégié avec le couple présidentiel puisque j'ai eu la chance d'accompagner l'épouse du président autrefois qui n'était que l'épouse du candidat et qui ensuite est devenue la première dame. Et effectivement, est née une histoire d'amitié entre eux et moi, ce dont je suis extrêmement fier aujourd'hui, puisque avec mon parcours, rien, absolument rien, ni ma famille, ni mes origines, ni mon histoire personnelle, absolument rien ne me destinait un jour à m'entretenir de façon régulière et de créer une amitié avec un couple présidentiel. Alors, est-ce que cette relation, elle vous garantit l'étiquette La République En Marche en tant que candidat aux législatives? Absolument pas. Absolument pas. En tout cas, vous souhaitez l'avoir, cette étiquette? Je souhaite l'avoir et pour être très clair et très transparent avec vous, il est hors de question que je puisse bassiner le président de la République ou la première dame à ce sujet. Je pense que quand on fait de la politique ne doit pas être une façon de faire de la politique des copains. La République n'est pas la République des copains. La République, c'est une République qui se doit être impartiale et j'espère et j'appelle de tous mes voeux pour que celui ou celle qui sera retenu à l'occasion des investitures soit celui qui, non pas a le plus de copains, mais soit celui qui a le meilleur programme. Parce que cette étiquette, elle va se jouer à 2 ou à 3 entre vous, Rachida Kaout, Mjid El Guerram. Vous avez été un proche de Mjid El Guerram pendant quelques temps. Pourquoi aujourd'hui se présenter alors qu'il est lui-même candidat à sa réélection? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour tous les candidats, il y en aura probablement d'autres, il y aura bien sûr, comme à chaque élection, et c'est légitime, des candidats qui se dévoileront probablement, il y en aura d'autres à la dernière minute qui viendront. Moi, ce n'est pas mon problème en quelque sorte qui est candidat et qui ne l'est pas. Ce qui m'importe, c'est quel programme je veux mettre en place et quelle politique je veux proposer à mes concitoyens. Oui, Mjid El Guerram, c'est un homme pour lequel j'ai eu beaucoup de respect et que j'ai soutenu avant son acte qui sera jugé, je crois, le 7 avril. Mais pour le reste, je ne m'intéresse pas à des problématiques peu importante pour les Français. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'action politique que l'on veut mettre en place. Alors, avant une élection législative, il y a quand même quelque chose d'important et qu'il ne faut quand même pas balayer d'un revers de la main. C'est l'élection présidentielle. Bien sûr. Il y a une élection présidentielle, il faut d'abord faire campagne pour le président de la République. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le seul qui a su montrer d'abord, il était prêt, il a un réel programme, il a su transformer la société, il a besoin de 5 ans de plus pour continuer à transformer cette société-là. Et je crois que, très franchement, les Français du monde entier doivent être au rendez-vous et ne pas oublier ce moment démocratique très important. Juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous n'êtes pas un parachuté, votre famille, enfin, vous avez une partie de votre famille qui est ici à Casablanca, je crois savoir, au quartier Roche-Noire. Bravo, vous êtes très bien renseigné. Anna Jesus. Vous avez les sources. Non, Anna Sarafi. Bravo, effectivement, je suis pas très loin, on est presque voisins, je suis pas très loin d'ici, j'habite pas très loin, effectivement, je suis bien à Casablanca, je voterai au consulat général de Casablanca, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis installé à Casablanca depuis un long moment, non, parachuté, non, et puis... et c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais le choix la fois dernière que d'être candidat, on me l'avait proposé d'être candidat sur cette circonscription. Mais comme encore je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas que la politique est une histoire d'ego ou d'intérêt personnel. Je n'étais pas prêt, je n'avais pas travaillé le sujet comme il se devait, je ne connaissais pas les propositions et les manquements qu'il y avait aujourd'hui au sein de l'administration française et au sein d'un certain nombre de services publics dédiés aux Français établis à l'étranger. Donc je ne me sentais pas légitime.
Aujourd'hui, après 3 ans et demi, presque 4 ans de travail acharné, de relations directes avec nos concitoyens sur cette circonscription, à Casa, à Dakar, à Alger, partout sur toute la circonscription, très clairement, aujourd'hui, je suis prêt. J'ai des propositions, j'ai rencontré mes concitoyens. C'est un programme qui a été fait avec mes concitoyens, pour mes concitoyens français établis à l'étranger. Donc oui, je le dis, effectivement, aujourd'hui, je suis prêt à transformer ces problématiques en solutions. Je suis prêt pour relever le défi et je suis prêt pour être le nouveau député des Français établis à l'étranger. On va parler de vos propositions. Juste avant, question sur une des mesures d'Emmanuel Macron. Il a annoncé la couleur. Maintenant, c'est fait. 65 ans, départ à la retraite. S'il est élu président, que dites-vous aux Français de l'étranger qui peut-être s'apprêtent à voter pour vous ou qui hésitent et qui s'apprêtent à voter pour Emmanuel Macron, qui voient cette mesure peut-être comme une mesure d'injustice sociale? Très franchement, quand je parle avec les Français établis à l'étranger, en l'occurrence sur la 9e circonscription des Français de l'étranger, ils me parlent de tout. Dont les retraites. De tout, dont les retraites, mais c'est pas l'âge qui leur pose un problème. C'est d'abord cette retraite, à proprement parler. Le montant. Le montant de la pension. De la pension. Parce que la pension, aujourd'hui, tout le monde n'y a pas le droit. Alors là, en revanche, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et quelque chose sur lequel je veux que l'on travaille, et que l'on ait une vraie réflexion, c'est quelle pension de retraite on peut proposer et surtout on peut promettre à nos concitoyens. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la Caisse des Français d'étrangers, qui est pas tout à fait publique, pas tout à fait privée, qui est un mix entre les deux, qui pose un réel problème. Moi, j'ai commencé à réfléchir à cette problématique. Je pense que nous devons tous prendre beaucoup de temps pour avancer sur ce problème-là qui est un problème majeur. Et je proposerai donc une réunion avec les autorités françaises, en l'occurrence le ministère de la Santé et des Solidarités. Je demanderai également au ministère des Affaires étrangères de bien vouloir se mettre autour de la table et avec la CFE autour de la table et la Sécurité sociale. Ce que je veux, c'est que l'on ait une réflexion comme elle a été faite sous le mandat d'Emmanuel Macron, d'un rassemblement du RSI avec la sécurité sociale. Il est peut-être temps aussi que la sécurité sociale absorbe la CFE. C'est une proposition forte que je fais, c'est une proposition forte que je veux porter, parce que c'est une justice sociale qui est donnée à nos concitoyens. Il ne peut pas y avoir, et je le dis avec beaucoup de détermination, il ne peut pas y avoir des Français de première zone qui vivraient en France métropolitaine et des Français de seconde zone qui vivraient hors de l'Hexagone. Mais si je poursuis votre logique jusqu'au bout, je vous répondrai, est-ce qu'il serait peut-être temps aussi de réfléchir à une contribution, ne serait-ce que minimale, des Français à l'impôt en France? Alors, moi je pense que tout doit être posé sur la table, absolument tout. Il n'est pas question de se cacher, mais d'abord, je crois qu'il est temps de faire un premier pas, un premier acte en direction des Français de l'étranger qui se sont sentis bien trop souvent abandonnés et laissés à l'abandon. Et parfois même, ils sont en colère et je partage leur colère à des moments. Alors, vos propositions, vous souhaitez plafonner les prix des billets d'avion Air France. On va en parler dans un instant. Je voudrais commencer peut-être par une proposition qui paraît simple, mais qui pourtant est un casse-tête pour beaucoup de Français de l'étranger. Ce sont les procédures. Elles ne sont pas toutes numériques. Parfois, il faut se rendre même, y compris en France, pour pouvoir avoir un simple papier et l'attendre pendant 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Vous souhaitez 100% digital. C'est possible rapidement? Mon premier déplacement n'aura pas lieu sur la circonscription. Mon premier déplacement en qualité de député aura lieu à la cité administrative de Nantes. J'irai rencontrer les responsables de la cité administrative, je leur demanderai un rendez-vous immédiat afin de pouvoir avoir une analyse complète sur où nous en sommes quant à la numérisation des documents administratifs de nos concitoyens. Il est quand même pas normal que la 6e puissance mondiale ne puisse pas permettre à ses concitoyens de récupérer en 1 minute, via Internet, via un réseau protégé, des documents administratifs. J'ai rencontré récemment quelqu'un à Dakar qui m'expliquait qu'il a mis presque 4 ans et demi pour récupérer un acte de divorce. Est-ce acceptable?
Pour moi, non. Quand vous avez en 1 minute un extrait de casier judiciaire sur Internet, vous n'arrivez pas à avoir un acte de séparation ou de décès en 5 minutes. Mais c'est une aberration, c'est un scandale. Il faut aujourd'hui que nous mettions en place la numérisation complète de tous les documents administratifs pour nos concitoyens établis à l'étranger. Et ça doit être fait sous ce mandat. Et dans les 100 premiers jours, nous devons mettre un grand coup de collier, un grand coup d'accélérateur. Pour l'école, quelles sont vos propositions? Tout à l'heure, je disais que vous souhaitez attribuer les bourses non plus par fonction de revenus des parents de l'étudiant. Quel changement vous souhaitez opérer? Alors, je suppose que vous avez bien compris et vous connaissez le système et le mode de fonctionnement de l'enseignement à l'étranger. Il y a l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, c'est géré à la fois par le ministère de l'Éducation nationale pour une partie, mais la totalité est gérée par le Quai d'Orsay. C'est une usine à gaz. C'est un imbroglio permanent, c'est compliqué, tout le monde se relance la balle les uns les autres. Et par-dessus tout, ce qui est très compliqué, c'est vous pouvez vous inscrire, vous, Français, dans une école, par exemple le Lyoté, selon vos revenus, selon les revenus de vos parents précisément, vous auriez la gratuité ou non en fonction d'une bourse. Dites-moi, franchement, on n'a pas trouvé plus compliqué? Et vous avez un tarif réduit également si vous êtes d'origine française. Donc, et en plus, vous avez la déduction pour les Français et une autre déduction si vous êtes membre d'un CEE, etc. Moi, je crois qu'il va falloir, à un moment donné, se poser 5 minutes, prendre tous les acteurs autour de la table et leur dire, bon, écoutez, ça ne peut plus continuer, on ne peut pas continuer à avoir un tel imbroglio, une telle complexité, posons-nous 5 minutes et faisons les choses très simplement. La gratuité scolaire est un droit fondamental de la République française, où que vous vous trouviez dans le monde, Quand vous êtes un enfant français, l'État vous doit l'éducation. Mais il n'est pas marqué qu'elle vous doit l'éducation en contrepartie de quasiment les 3/4 du salaire de votre père ou de votre mère. Non, mais donc ça, vous souhaitez la gratuité totale? Donc je souhaite la gratuité totale. Pour les Français? Pour les Français binationaux? Pour les Français. Les Français et binationaux? Pour les Français. Je souhaite la gratuité totale pour les Français. Mais pour un binational, un Marocain, un Franco-Marocain? Ben, il est français. Il est français. Il est français. Donc, ok. Je souhaite la gratuité totale pour les Français. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable. Je veux dire, il y a plusieurs problématiques au niveau de l'éducation. Vous compensez comment, du coup, la répartition budgétaire pour... D'abord, on va poser tout sur la table. J'imagine. Et on va regarder ce beau trésor de guerre qu'a l'AEFE. Ça peut être des contributions plus importantes pour des sorties extrascolaires, pour la cantine. Moi, je pense qu'il faut tout reposer sur la table. Aujourd'hui, si je vous disais qu'on mettrait telle et telle chose en place, ce serait vous mentir. Je n'ai pas accès aujourd'hui à l'intégralité des éléments, ce qui peut être compréhensible et normal. Cependant, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la volonté politique qui est la mienne, c'est celle-ci. Et je ne reviendrai pas en arrière ou je ne dérogerai pas d'un iota sur cette décision-là qui est fondamentale dans mon projet. Vous êtes élu député. Première mesure que vous faites? Première mesure, la gratuité scolaire. La gratuité scolaire. Je veux la porter jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à vous.